Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat, la séance. Dans un instant, on va parler travailleurs détachés avec l'examen d'un texte qui vise à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale. Mais avant cela, voyez ce que les sénateurs ont pensé de l'intervention dans les médias de François Hollande, le chef de l'État qui fête aujourd'hui les 2 ans de son quinquennat et qui tente de rebondir en occupant le terrain. Vous me dirait un ancien président, est-ce que s'il n'est pas aimé, il faut qu'il aille jouer de l'accordéon? Non mais à un moment, on veut des actes, on veut du concret, on veut des réalités. Les Français attendent autre chose du président de la République qu'un exercice de communication. Ils ont besoin de se dire, on sait où on va, on sait dans quel cadre. Que le temps perdu ne se rattrape plus. Je n'invite les socialistes à se souvenir de Barbara. Au fond, on a perdu aujourd'hui 2 ans et ce report des élections, ça ressemble à une fuite en avant. Et le problème avec François Hollande, c'est que quand il perd un point de popularité, il se sent obligé d'en rajouter une couche dans la mauvaise direction. Et ce matin encore, avec de nouvelles exonérations et avec l'annonce du report des élections régionales et départementales. Et ça commence à devenir un véritable scandale. Cohérent, combatif, concentré, n'esquivant aucun problème, répondant à tout. C'était à la fois une très bonne émission, mais en même temps, cela démontrait un président mobilisé pour la réussite de la fin du quinquennat. Il a maintenu sa ligne politique, il a essayé de la défendre avec conviction et énergie. Donc ça, on ne peut pas lui reprocher. Mais pour autant, c'est toujours la même ligne politique et ça ne m'a pas convaincu que ça allait régler les problèmes de la France. Alors vous venez de l'entendre parmi les annonces du président de la République ce matin, le report des scrutins cantonaux et régionaux de 2015 à 2016. François Hollande et son gouvernement envisagent d'accélérer la réforme territoriale qui prévoit de supprimer les départements et de réduire le nombre des régions. La droite dénonce un tripatouillage électoral. Écoutez à ce propos le sénateur UMP, président du Conseil général du Loiret, Éric Doligé. Alors mon rappel au règlement fait suite à l'intervention du président de la République ce matin sur une radio, intervention au cours de laquelle il a parlé des régionales et des cantonales. Il a parlé de la date et comme nous sommes l'Assemblée qui s'occupe plus particulièrement des collectivités, cette nouvelle ne peut pas passer inaperçue, d'autant plus que depuis un certain nombre de mois, nous voyons défiler, en 2 ans on en a vu 4, des lois qui se contredisent en permanence sur le sujet et qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc la question que je vous pose, Monsieur le Président, si vous pouvez le retransmettre à Monsieur le Président du Sénat, c'est peut-être demander à Monsieur le Premier ministre de venir à nouveau devant nous pour nous faire un discours de politique d'organisation territoriale. Et la suppression des départements pourrait d'ailleurs intervenir dès 2017. C'est une information à lire sur notre site internet publicsénat.fr. Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du parti de gauche et l'invité de l'émission politique de Public Sénat, preuve par 3 à voir sur notre antenne à partir de 18 h. Il a appelé les députés abstentionnistes et ceux qui ont rejeté le programme de stabilité de Manuel Valls à le rejoindre. On l'écoute. Quand on décide de ne pas voter la confiance à un gouvernement, de refuser son plan économique, on ne peut pas ensuite rentrer à la maison et dire eh ben, on verra la prochaine fois de quelle manière on se fera remarquer. Non, ils doivent eux aussi faire une proposition positive. Est-ce que vous avez des contacts avec certains députés PS Mais si j'en ai, je ne vous le dirai pas. Parce que ce sont des choses qui ont besoin, disons, d'une certaine confidentialité pour pouvoir fonctionner, pour que les dialogues, pour que les préventions s'abaissent. Mais Monsieur Grossuor, j'insiste, nous avons tous des responsabilités politiques devant notre pays. Ce n'est pas un jeu. Le pays va très mal. Les gens souffrent d'une manière inouïe. Par conséquent, les 41 qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette politique économique ont le devoir d'en proposer une autre. Le groupe écologiste du Sénat a déposé une proposition de loi pour sortir du diesel. Écoutez les explications d'Aline Archambault, sénatrice de Seine-Saint-Denis, au micro de Pauline Dame. Il ne s'agit pas de mettre en difficulté les propriétaires de véhicules diesel. Il s'agit de prévoir à l'avenir qu'il y aura une taxe sur les nouveaux véhicules diesel pour encourager l'achat d'autres véhicules plus propres.
Je vous le disais, le Sénat examine cet après-midi une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée nationale pour lutter contre le dumping social. On va rejoindre tout de suite Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors à quoi va servir cette proposition de loi ? Écoutez Delphine, il s'agit de sanctionner les entreprises qui ont recours de façon abusive aux travailleurs détachés, ces travailleurs européens qui ont la possibilité, qui peuvent travailler temporairement dans un autre pays de l'Union européenne. En clair donc de lutter contre le dumping social, la concurrence déloyale et protéger ces travailleurs. Car quel est le problème? C'est que théoriquement, ces travailleurs ont le salaire et les conditions de travail de leur pays d'accueil. La réalité, elle est très loin de là. C'est une main-d'œuvre bon marché, corvéable et merci. Et en plus de cela, eh bien, les entreprises payent leurs charges sociales aux pays d'origine. Et en général, pour ces entreprises, c'est très avantageux. Vous l'avez compris, Delphine, eh bien, c'est une véritable manne pour des entreprises peu scrupuleuses. Et là-dessus, il y a une sorte de consensus politique pour lutter contre ce phénomène et ses dérives. Car ce phénomène va grandissant. On estime à 145 000 le nombre de travailleurs détachés en France, mais en réalité, ils seraient beaucoup plus nombreux et en 13 ans, leur nombre a été multiplié par 28. Merci beaucoup Tam. Alors sans plus tarder, on va écouter la discussion générale de cette proposition de loi et elle commence par l'intervention du ministre du Travail, François Rebsamen. Bonne séance. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social. Merci. Je vais m'en tenir à mon département ministériel, si vous le permettez. Ça nous permettra d'avancer ensemble cet après-midi. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs sénateurs, nous allons examiner donc une proposition de loi très intéressante, celle qui a été déposée par notre collègue député Gilles Savary, qui vise à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance internationale. C'est un sujet qui revient souvent parce que nous partageons tous un même but, lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale. Le détachement des travailleurs étrangers n'est pas un fait nouveau, mais il se développe. Ces détachements ont concerné ainsi 170 000 salariés en 2012 et on peut les évaluer, on n'a pas encore les chiffres précis, mais on peut les évaluer à 220 000 salariés en 2013, soit une hausse importante de l'ordre de 10%. Un grand nombre de nos compatriotes en bénéficient également, je voudrais l'indiquer, car en effet, 140 000 Français sont détachés à l'étranger par des entreprises françaises. La France est le 3e pays en Europe à user de cette possibilité. Le principe même du détachement des travailleurs n'est pas en cause, il faut le rappeler. Ce qui est en cause, ce sont les montages frauduleux et les abus qui peuvent l'entourer et qui, malheureusement, et nous le savons, se développent de plus en plus. La directive européenne de 1996, la directive détachement, avait posé un cadre, je crois, qui était pertinent. Aucun employeur établi hors d'un territoire ne peut, mettons le présent, ne peut détacher un salarié sans être soumis aux règles, au respect des règles sociales de l'État d'accueil. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cette même directive, elle est contournée, nous le savons, sans possibilité réelle de sanction. Ces situations, d'ailleurs, ne sont ni l'apanage des villes, ni celui des campagnes, ni celui d'ailleurs des chantiers du bâtiment de travaux publics, du BTP ou des exploitations agricoles. C'est en réalité un sujet pour toute la société française, moi je vais même le dire pour toute l'Europe. Et donc, pour le gouvernement, pour nous, je le pense pour vous aussi, le choix est clair. Faire l'Europe, construire l'Europe, ce n'est pas laisser faire et
nous nous devons de refuser la concurrence, une sorte de moins-disant social. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette proposition de loi. Elle protège les entreprises qui, elles, payent leurs cotisations sociales en France et respectent le droit. Elle protège les travailleurs installés en France aussi d'une concurrence, comment pourrait-on dire, inégale, aussi inégale et injuste. Mais elle protège, elle a aussi cette fonction, elle protège les travailleurs détachés qui ne sont pas coupables, comme d'habitude, mais qui sont victimes eux-mêmes de ces pratiques inacceptables. Et donc, je crois que c'est l'honneur de notre pays que de protéger, de respecter et de protéger ceux qui travaillent sur le sol français. Et pour tous les travailleurs, détachés ou pas, la loi française est la même et elle doit s'appliquer. Il est donc illégal, en France, par exemple, de travailler 45 heures par semaine pour 3 € de l'heure, ou moins, de dormir dans des hangars, heureusement, et de ne pas avoir droit à accès aux soins. Ces dénis, ces contournements de notre droit provoquent cette concurrence déloyale que dénoncent d'une même voix, on peut le dire, organisations syndicales et patronales, et qui engendre, il faut bien le reconnaître ici ou là, racisme et xénophobie. En 2012, la Commission européenne a proposé un texte, moi je vais le dire comme je le pense, un texte faible qui ne donne pas la possibilité de demander des comptes, de rendre des comptes au donneur d'ordre, le vrai responsable. La France l'a refusé. C'est à son honneur, le 25 octobre dernier, faisant ainsi échouer, comme quoi cela peut arriver, un mauvais compromis, et se donnant 2 mois pour convaincre nos partenaires européens. Avec l'Allemagne, mais aussi avec la Roumanie, avec la Bulgarie, qui savent mieux que quiconque ce que veut dire l'exploitation de leurs travailleurs, nous y sommes parvenus, et je crois que le compromis qui a été arraché le 9 décembre 2013 est un bon compromis. 2 mots pour dépeindre ce compromis. Il comporte incontestablement 2 avancées majeures. Premièrement, que la liste des documents exigibles auprès des entreprises en cas de contrôle soit une liste ouverte. La France fixera la liste des documents exigibles pour tous les travailleurs détachés dans notre pays, en France. La directive imposera aussi des règles dans les pays qui en sont aujourd'hui dépourvus, fort dépourvus. Deuxièmement, que les entreprises donneuses d'ordre du secteur du bâtiment et des travaux publics, j'ai rencontré les responsables des fédérations du bâtiment, des travaux publics, bien sûr, que les entreprises soient responsabilisées, ils me l'avaient demandé, vis-à-vis de leurs sous-traitants, obligatoirement, et dans tous les États, sous la forme d'une responsabilité solidaire ou alors d'un mécanisme de sanctions équivalente. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il sera désormais possible, je crois, d'établir une chaîne de responsabilité pour lutter contre des montages qui sont des montages frauduleux et qui n'ont qu'un seul but, c'est de contourner la loi et les textes. Donc on peut le dire, elle a fait beaucoup jaser, la page de la directive Bolkestein est donc bel et bien tournée. Il n'y aura plus ni dumping ni exploitation. Je voudrais également rappeler que c'est le Parlement européen, au moment quelque temps des élections européennes, qui a voté cette directive le 16 avril dernier. On entend dire tellement de mal qu'il est temps de rappeler quand des choses se font sous la pression, bien sûr, en l'occurrence de notre pays. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui, celle donc de notre collègue Gilles Savary, votre collègue, excusez-moi, Gilles Savary, anticipe sa mise en œuvre, va au-devant de cette mise en œuvre et la renforce. Elle ne limite pas son champ d'action au seul secteur du bâtiment. On sait que c'est un des secteurs qui est le plus touché, mais elle ne limite pas le champ d'action au seul secteur du bâtiment. Elle élargit la chaîne de responsabilité à l'ensemble, et c'est très important, à l'ensemble des donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage
mais aussi parce qu'elles sont impliquées dans cette chaîne des entreprises de travail temporaire ou bien tout simplement des entreprises qui sous-traitent. Et elle garantit, cette proposition de loi, elle garantit ainsi aux salariés, un souci légitime, aux salariés détachés, la possibilité, vis-à-vis de leur employeur, de faire valoir leurs droits. Elle confère, en outre, nous aurons l'occasion de le voir, aux organisations syndicales, la possibilité d'agir au nom d'un salarié lorsque celui-ci, par exemple, n'est plus présent sur le territoire, ce qui est bien souvent le cas. Votre commission, commission que vous présidez, Madame, sous l'égide de Madame Emery Dumas, rapporteur, a fait un important travail de simplification de la proposition. Et je voudrais ici vous en remercier. Parce qu'il est important d'aller vers des textes simples, efficaces, précis et qui puissent réellement s'appliquer. Mais là, je les en remercie, Monsieur le Sénateur. Ces propositions permettent d'en renforcer d'ailleurs la portée en articulant, on peut dire, les mesures autour de deux axes. Premièrement, la création d'une sanction administrative pour non-respect de l'obligation de déclaration de l'entreprise, non-respect de l'obligation de déclaration de l'entreprise, mais aussi l'obligation de vigilance nécessaire, indispensable, du donneur d'ordre lui-même responsabilisé, qui doit être ainsi responsabilisé et qui doit vérifier que l'entreprise à laquelle il fait appel est en règle. Et puis, deuxième axe, le recentrage de la solidarité financière en cas de non-respect de son obligation de diligence pour, par exemple, non-paiement des salariés par leur employeur ou, ça arrive malheureusement encore trop souvent, pour hébergement dans des conditions particulièrement indignes. Les donneurs d'ordre qui, dans notre pays, en France, ne se seront pas assurés du respect de ces obligations par leurs prestataires, donc vous voyez la chaîne comment elle se fait, seront donc également passibles de sanctions. Parallèlement, la responsabilité solidaire du donneur d'ordre a été recentrée sur le paiement par l'entreprise de salaires, j'ai vu qu'il y avait des amendements sur ce sujet, inférieurs aux minima conventionnels ou légaux, et ou sur la prise en charge du relogement collectif des salariés. L'action, mesdames, messieurs les sénateurs, ne s'arrête pas là. Le plan national de lutte contre le travail illégal apporte également des outils supplémentaires. Ces outils supplémentaires s'instituent, par exemple, ou se placent dans le cadre de la réforme de l'inspection du travail qui crée des unités pluridisciplinaires et spécialisées. C'est indispensable. L'URSSAF, les forces de l'ordre et ou les services fiscaux, peut-être même les services douaniers, sont également impliqués dans cette lutte avec la volonté d'une plus grande cohérence de l'action collective. C'est la décision dans notre pays. Dans d'autres pays, dès qu'un chantier s'ouvre, la police arrive pour vérifier la réalité des salariés, des entreprises et les conditions légales de leur emploi. Nous n'en sommes pas là, mais nous mettons en place des dispositifs efficaces pour vérifier cela. Sans harmonisation des conditions sociales en Europe, on peut le dire, les libertés de circulation, du commerce, tout ce qui a été mis dans nos traités, vont devenir caduques, je dis des choses clairement, et risquent d'être rongés à terme par le dumping. Et donc, le gouvernement apporte, mesdames, messieurs les sénateurs, son soutien plein et entier à cette proposition de loi, afin de mieux combattre, de dissuader et éventuellement de sanctionner les abus. À la veille des élections européennes, je l'ai dit, ce texte montre quelle Europe nous voulons. Nous, la gauche, moi je le dis en tous les cas, nous voulons une Europe solidaire, nous voulons une Europe des échanges, du partage, de la libre circulation, mais aussi, et dans ce cadre-là, je l'ai dit hier à mon collègue britannique, une Europe respectueuse des règles
sans lesquels le vivre ensemble des nations à l'intérieur du concert européen deviendra impossible. Je vous en remercie. Je vous remercie. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Anne Emery-Dumas, rapporteure de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été adoptée le 25 février dernier par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée. Rebaptisée la semaine dernière en commission, elle vise désormais à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs et contre la concurrence déloyale. Ce sujet n'est pas inconnu de notre Assemblée, puisqu'elle a adopté en séance publique le 16 octobre dernier, à l'issue d'un débat de qualité, une résolution sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs à l'unanimité des présents. Cette résolution a porté le soutien du Sénat au gouvernement français, engagé alors dans une négociation difficile avec nos partenaires européens au sujet de la directive d'exécution de la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de service. Je voudrais à cette occasion saluer le travail remarquable de la Commission des affaires européennes du Sénat et plus particulièrement de son rapporteur Éric Bocquet, qui est présent ici, dont le rapport d'information du 18 avril 2013 a permis de poser les jalons de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Ce travail précurseur a ensuite été repris et approfondi par nos collègues députés à travers le rapport d'information du 29 mai 2013 de Gilles Savary, Chantal Guittet et Michel Piron, également assorti d'une proposition de résolution européenne qui a été adoptée définitivement le 11 juillet dernier. Compte tenu de l'ampleur du travail parlementaire sur cette question et de l'intervention que vient de faire Monsieur le ministre, je me contenterai par conséquent d'une rapide présentation des enjeux économiques, sociaux et humains que représentent les abus et les fraudes au détachement. Liée à la libre prestation de services qui est inscrite au cœur de la construction européenne, le détachement de travailleurs connaît une progression exponentielle. Selon la Direction générale du travail, 210 000 salariés ont été détachés en 2013 en France, ce qui représente, compte tenu d'une durée moyenne de prestation de 44 jours, l'équivalent de 33 000 équivalents temps plein sur une année. Le nombre de salariés détachés a ainsi été multiplié par 28 en 13 années. En plus de ces travailleurs déclarés auprès de l'inspection du travail, il faut compter tous ceux qui ne le sont pas. Même si la DGT a depuis abandonné son estimation, elle a considéré en 2009 et en 2010 qu'un salarié détaché sur 2 à un salarié sur 3 n'était pas déclaré. On distingue schématiquement 2 catégories de fraude et d'abus. La première catégorie regroupe les fraudes et abus spécifiques à la réglementation du détachement. Comme vous le savez, les règles du détachement s'appliquent aux personnes qui exécutent leur travail pendant une période limitée sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel elles travaillent habituellement. Or, le prestataire étranger n'est parfois qu'une coquille vide, sans activité stable, continue et permanente dans l'État d'origine, ce qui est un contournement du détachement. Par ailleurs, les salariés sont parfois recrutés exclusivement pour la période et la durée du détachement. Et surtout, les droits garantis par ce que l'on appelle le noyau dur ne sont pas toujours respectés, par exemple en matière de paiement du salaire minimum en vigueur dans le pays d'accueil, en matière de conditions d'hygiène et de sécurité, de repos et de congés. Même s'il faut éviter tout amalgame entre détachement de travailleurs et travail illégal, force est de constater que l'absence de déclaration préalable de détachement auprès de l'inspection du travail s'accompagne souvent d'un délit de travail dissimulé. Les délits de marchandage et de prêt de main-d'œuvre illicite sont quant à eux moins fréquents, mais non moins graves. Cette seconde catégorie de fraude est difficile à déceler, car les montages juridiques sont souvent complexes et font appel à plusieurs pays et quelquefois également à des pays tiers comme intermédiaires.
Il y a donc urgence à agir, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour protéger les droits des travailleurs détachés tout d'abord, qui sont souvent démunis, en position de faiblesse sur notre territoire et, disons le mot, exploités. Et pour mettre fin au développement croissant d'une concurrence déloyale à l'égard des entreprises françaises qui respectent la loi. Et plus globalement également pour préserver notre modèle social, mis à mal par des entreprises qui ne paient pas leurs cotisations. Tel est le sens de cette proposition de loi, qui a été considérablement enrichie lors de son examen en commission et en séance à l'Assemblée nationale, le plus souvent à l'instigation de son rapporteur Gilles Savary, dont la compétence, l'engagement et le sens de l'écoute ne sont plus à démontrer. Le texte ne se limite pas à transposer les articles 9 et 12 de la directive d'exécution adoptée le 16 avril dernier par le Parlement européen et qui portent respectivement sur les mesures de contrôle du détachement que peut instituer un État membre et sur la solidarité financière du donneur d'ordre à l'égard du salaire minimum des salariés détachés d'un sous-traitant. Il met également en œuvre certaines préconisations de la résolution européenne de l'Assemblée nationale du 11 juillet dernier, comme la création d'une liste noire d'entreprises et de prestataires de services indélicats, ou la possibilité pour les syndicats d'ester en justice pour défendre les droits d'un salarié détaché. Par ailleurs, le texte renforce notre arsenal juridique de lutte contre le travail illégal en conférant par exemple de nouvelles prérogatives aux agents de contrôle, aux juges et aux autorités administratives. Enfin, il prévoit diverses mesures pour mieux encadrer le cabotage routier de marchandises. Venons-en aux modifications qui ont été apportées au texte par la Commission des affaires sociales du Sénat. Nous ne pouvons bien entendu que partager la philosophie des auteurs de la proposition de loi. Mais suite à la vingtaine d'auditions que j'ai menées le mois dernier, j'ai acquis la conviction qu'il fallait simplifier les règles si on voulait atteindre l'objectif de faire diminuer les fraudes et abus, éviter les stratégies de contournement de la part des entreprises et faciliter le travail des agents de contrôle. Et je me félicite de constater que la Commission a bien voulu adopter les amendements que j'ai proposés en ce sens. En premier lieu, la Commission a souhaité traiter à part entière la question de la déclaration préalable de détachement, qui est au cœur du débat, sans l'allier à la question de la solidarité financière en cas de non-paiement des salariés détachés, comme le faisait l'article 1er de la proposition de loi sortie de l'Assemblée nationale. Nous avons tout d'abord élevé au niveau législatif l'obligation pour le prestataire étranger d'effectuer une déclaration préalable de détachement auprès de l'inspection du travail. Outre cette déclaration, l'employeur devra indiquer les coordonnées de son représentant en France, conformément à l'article 9 de la directive d'exécution, qui autorise un État membre à imposer la désignation d'une personne, je cite, « chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis ». Nous avons ensuite fait obligation aux donneurs d'ordre ou aux maîtres d'ouvrage qui recourent à un prestataire étranger de vérifier que celui-ci s'est bien acquitté de son obligation de déclaration, quel que soit le montant de la prestation. Les particuliers sont toutefois dispensés de cette obligation de vigilance, à l'instar de ce qui était déjà prévu dans la proposition de loi initiale. Et surtout, la Commission a franchi un pas décisif en prévoyant que tout manquement à ces règles, de la part du prestataire étranger, mais aussi du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage français dans sa relation avec un co-contractant étranger, sera passible d'une sanction administrative. La situation actuelle n'est pas satisfaisante, chacun en conviendra. L'amende contraventionnelle de 4e classe est peu dissuasive, 750 €, et elle est rarement appliquée. D'où la proposition de créer une sanction administrative prononcée par le directeur de la Directe, en nous inspirant largement de celle prévue à l'article 1er de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires que le Sénat examine actuellement et même directement après notre texte. Le montant de l'amende sera au plus de 2 000 € par salarié détaché et au plus de 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'1 an à compter du jour de la notification de la première amende, le tout étant plafonné à 10 000 €. Pour fixer son montant, l'autorité administrative devra prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement,
le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges, ce qui permettra de la souplesse. En outre, la Commission a supprimé la création d'une déclaration spécifique en cas de sous-traitance imposée au maître d'ouvrage ou donneur d'ordre, car celle-ci devenait superfétatoire du fait de l'obligation générale de vérification imposée au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage dès le premier euro. En deuxième lieu, la Commission a retenu un dispositif unique de solidarité financière applicable aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d'un sous-traitant, qu'il soit détaché ou non. Le dispositif prévu à l'article 1er, qui ne concernait que les salariés détachés, a donc été supprimé par souci de simplicité. La Commission a en outre élargi le champ d'application de la solidarité financière prévue à l'article 2. D'une part, les personnes qui recourent au service d'une entreprise de travail temporaire pourront désormais être mises à contribution, tandis que la protection de la solidarité financière s'étendra aussi aux salariés du co-contractant d'un sous-traitant. En troisième lieu, la Commission a procédé à divers aménagements pour renforcer la cohérence du texte. Elle a tout d'abord sécurisé juridiquement les dispositions relatives à l'action en justice d'un syndicat pour défendre les droits d'un salarié détaché sans mandat de sa part. La Commission a aligné les dispositions d'expression de l'opposition du salarié sur celles qui existent déjà dans notre Code du travail, en matière notamment de marchandage, de discrimination ou de harcèlement, par exemple. Elle a ensuite prévu une amende de 3 750 € et un emprisonnement de 2 mois lorsqu'une personne qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail illégal ne respecte pas une décision administrative de remboursement d'aide publique. Enfin, la Commission a étendu la possibilité donnée au juge de prononcer à titre de peine complémentaire, lorsqu'une personne est condamnée pour travail illégal, l'interdiction de recevoir une aide publique aux aides financières versées par une personne privée chargée d'une mission de service public, dans le cadre, bien évidemment, de cette mission de service public. Il s'agissait pour la Commission d'un amendement de cohérence juridique. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous constaterez comme moi que la Commission a amélioré le texte sur des points décisifs qui devraient recueillir une large approbation sur ces bancs. Le texte, au final, nous paraît conforme aux dispositions de la directive d'exécution et aux principes constitutionnels, tout en apportant des réponses pratiques aux attentes des entreprises, des salariés et aux attentes des agents de contrôle. Avant de conclure, je voudrais présenter les conditions nécessaires à la réussite des objectifs de cette proposition de loi, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Sur la scène européenne, notre pays doit tout d'abord œuvrer en faveur d'une harmonisation sociale par le haut. Le débat que nous avons eu la semaine dernière en commission en témoigne. La concurrence restera déloyale tant que les niveaux de cotisation sociale entre États membres resteront aussi hétérogènes. Compte tenu du différentiel de cotisation sociale et de l'obligation pour un salarié détaché pendant moins de 2 ans de continuer de payer ses cotisations à la sécurité sociale de son pays d'origine, le coût horaire net d'un ouvrier polonais, par exemple, est de 20 à 30% plus bas que celui de son homologue français. La convergence économique entre États membres et entre régimes de sécurité sociale est inéluctable, nous disent les plus optimistes. Certes, mais à quelle échéance ? Il n'empêche, notre gouvernement doit être une force motrice en Europe pour faire bouger ces lignes. En attendant, et dans le respect de la réglementation européenne qui s'impose à nous, il nous faut renchérir le coût des détachements, car ce différentiel de 20 à 30% sera sensiblement amoindri si le prestataire étranger doit supporter l'intégralité des frais de transport et les frais d'hébergement de ses salariés détachés. Il faudra également aller vers une carte d'affiliation à la sécurité sociale au niveau européen, ainsi qu'une déclaration européenne de détachement, afin de faciliter les contrôles et de lutter contre les fraudes transnationales. Par ailleurs, s'agissant des conditions de travail dans les transports européens, la Commission des affaires européennes du Sénat et son rapporteur Éric Bocquet ont rendu le 10 avril dernier un rapport d'information très complet et documenté, assorti d'une proposition de résolution qui contient des pistes de réflexion qui mériteront d'être approfondies. Ainsi, dans le transport routier de marchandises, la Commission préconise la mise en place rapide du chronotachygraphe intelligent dès 2018 dans tous les véhicules de transport par route
et sa diffusion rapide dans les corps de contrôle, ainsi que l'introduction d'un carnet européen de cabotage pour chaque véhicule de transport. Au niveau français, la coopération entre les différents agents de contrôle doit être renforcée et facilitée, faute de quoi les dispositions de la loi resteront lettre morte. Il ne s'agit pas de se donner bonne conscience en instaurant des normes ambitieuses que, dans la réalité, nous ne pourrons décliner sur le terrain, faire vivre au quotidien, en suscitant au final la frustration et la déception. De ce point de vue, le travail des corps de contrôle sera grandement facilité par la mise en œuvre de l'application SIPSI, Système d'information prestation de services international, qui centralisera toutes les déclarations de détachement et pourra être consultée notamment par les contrôleurs de l'URSSAF. Le gouvernement doit également poursuivre la réforme en cours de l'inspection du travail, qui est en première ligne pour détecter les abus et les fraudes au détachement et lutter contre le travail illégal. Les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent pas se désintéresser de cette lutte, car les délits du droit du travail sapent les fondements mêmes du droit du travail. Qui peut accepter sur le territoire de la République des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine? Encore faut-il que leurs effectifs, leurs missions et leur formation soient à la hauteur de nos ambitions. C'est pourquoi j'apporte tout mon soutien au plan national de lutte contre le travail illégal, ainsi qu'à la réforme qui vise à faire du ministère du Travail un ministère fort, que votre prédécesseur, Monsieur le ministre, a engagé dès son arrivée aux responsabilités, et dont je ne doute pas que vous allez la continuer. En aval des contrôles, la réponse pénale doit être améliorée et complétée par le développement des sanctions administratives que j'appelle de mes vœux pour sanctionner rapidement les infractions non délictuelles et désengorger les tribunaux, tout en respectant le principe du contradictoire et les droits des employeurs. Telle est précisément l'ambition de la sanction administrative que nous avons créée pour renforcer l'effectivité des déclarations préalables de détachement. Enfin, les décisions administratives prises à l'encontre des personnes verbalisées pour travail illégal doivent être encouragées, car elles constituent un instrument riche de promesses au sein de notre arsenal juridique. Malheureusement, selon les indications provisoires fournies par la Délégation nationale à la lutte contre la fraude, seules 3 décisions de refus d'aide publique ont été formulées l'an dernier et une décision d'exclusion temporaire des marchés publics. Il convient par conséquent d'identifier rapidement les obstacles qui freinent le développement de ces décisions et d'y remédier. En conclusion, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à adopter cette proposition de loi issue d'un travail approfondi du Parlement et souhaite qu'elle recueille l'assentiment du plus large possible sur ces bancs. Et je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, Madame la rapporteure, Madame la présidente de la Commission, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui prévoit un certain nombre de mesures pour lutter plus efficacement contre les abus dans le domaine du détachement des travailleurs. Alors, Monsieur le ministre, vous verrez dans mon intervention que je dis beaucoup de choses que vous avez plus ou moins dites. Bon. Voilà, il y a une convergence, Monsieur le ministre. Voilà, j'espère que... La France est un pays qui accueille de plus en plus de salariés détachés, 38 000 en 2006, 106 000 en 2009, 210 000 en 2013. Les travailleurs détachés présents en France sont principalement originaires de la Pologne, du Portugal et de la Roumanie. La durée de détachement total a progressé d'1 tiers entre 2012 et 2013, passant de 5,7 millions de jours détachés à 7,6 millions. La durée moyenne du détachement est de 45 jours et les secteurs les plus concernés sont le BTP et les agences de travail temporaire. Mais les travailleurs français sont également nombreux à être détachés. Je n'ai pas exactement le même nombre que vous, Monsieur le ministre, puisque je vais dire 169 000 en 2011, mais je suppose qu'on ne parle pas de la même année.
Vous avez des chiffres certainement plus actualisés. Avec comme pays d'accueil principaux pour les Français détachés la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Et comme vous, Monsieur le Ministre, je considère que ce n'est pas le détachement en lui-même qui pose problème. Dans une Europe ouverte, les personnes doivent pouvoir circuler librement. Ce qui pose problème, ce sont les conditions dans lesquelles ces travailleurs sont accueillis. Et dans ce domaine, les fraudes et les abus sont loin d'être négligeables, comme cela a été dit. En France, le taux de déclaration de détachement est compris entre 33 et 50%. C'est peu. Et l'estimation des détachements non déclarés, donc en situation irrégulière, est de 200 à 300 000 personnes. Les conditions d'accueil et d'hébergement sont parfois indignes, sans parler des rythmes de travail que certains employeurs infligent à ces travailleurs détachés. Ainsi, le sujet dont nous traitons aujourd'hui a trait au respect de la dignité humaine. Le législateur doit mettre un terme à des conditions d'exploitation d'un autre âge auxquelles sont soumis certains travailleurs étrangers. La présente proposition de loi définit dans cette optique une série de règles et de procédures visant à responsabiliser les entreprises ayant recours à des travailleurs détachés. Et je vais répéter certaines analyses que vous avez développées, Madame la rapporteure. Mais ce sont des points importants et je vais appliquer la méthode dite du marteau, c'est-à-dire bien répéter pour bien enfoncer le clou. Le cœur du dispositif concerne la responsabilité solidaire du donneur d'ordre. Celle-ci est étendue au salaire, aux conditions de vie des travailleurs, aux libertés fondamentales et à tous les aspects du droit du travail. Les donneurs d'ordre devront également vérifier que leur prestataire a bien effectué les démarches de déclaration préalable de détachement. Alors c'est important parce qu'il peut y avoir une petite société qui emploie des gens dans des conditions indignes. Lorsqu'on lui demande des comptes, hop, elle n'existe plus. Alors que le donneur d'ordre est souvent une grande société qui a pignon sur rue et qui peut rendre des comptes. Donc, cette disposition est fondamentale. Désormais, les entreprises qui auront recours à des travailleurs étrangers ne pourront plus dire « nous ne savions pas ». Elles sont tenues pour responsables afin d'assurer des conditions d'accueil et de travail décentes pour tous ces travailleurs. Le texte prévoit aussi une avancée notable par le biais de la liste noire. Y seront inscrits les noms et les coordonnées des prestataires de services condamnés pour des infractions constitutives de travail illégal. Le rôle de la société civile est également accru en permettant aux syndicats d'attaquer des employeurs en justice, et ce, même sans mandat du travailleur concerné. Et c'est important. Il s'agit là d'une avancée notable. En effet, lorsque des conditions de travail déplorables font l'objet d'une attention de la part des médias, des syndicats ou de l'administration, les travailleurs concernés sont souvent face à des pressions, voire des menaces pour garder le silence. Aussi, avec cette mesure, les principaux intéressés n'auront pas à se mettre en danger pour que leurs droits soient respectés, puisque c'est le syndicat qui pourra attaquer. Garantie des périodes de repos pour les conducteurs routiers, suspension des aides publiques en cas de condamnation, inscription des déclarations de recours aux travailleurs détachés dans le registre unique du personnel, toutes ces autres mesures vont dans le bon sens. Alors je me permettrai d'élargir le débat, car si cette proposition de loi permet de lutter contre les fraudes et les abus constatés lors des détachements de travailleurs, qu'en est-il de la lutte contre la concurrence déloyale et du dumping social? Nous nous efforçons de limiter les effets négatifs sans ouvrir le débat sur les causes. Or, ce qui pousse aujourd'hui les employeurs à avoir recours à une main-d'œuvre bon marché, low cost, diront les anglicistes, c'est la dérégulation forcenée du monde du travail qui touche actuellement tous les pays d'Europe, et en particulier les plus fragiles. Une des raisons de ce recours massif au détachement s'explique par les différences importantes qui subsistent entre les différents systèmes sociaux en Europe. À titre d'exemple, dans le secteur du BTP, si les cotisations patronales s'élèvent à plus de 50% en France, pour des ouvriers peu qualifiés, elles ne se chiffrent qu'à 20% en Pologne. Cet écart très important est une source d'économie pour les employeurs, car concernant l'affiliation au régime de sécurité sociale, c'est le maintien du régime du pays d'origine qui prévaut.
Ainsi, certains pays deviennent de véritables aubaines pour les employeurs soucieux de réduire les coûts de personnel. Le seul moyen d'enrayer ce phénomène est de procéder sans plus tarder à une coordination, à une harmonisation des systèmes sociaux en Europe. Une harmonisation pour favoriser ou sauvegarder la protection sociale en Europe. Cette harmonisation doit être accompagnée par l'émergence d'une organisation européenne du travail et d'une coopération syndicale européenne pour garantir efficacement la défense des travailleurs, quel que soit leur pays d'origine. Alors, dans l'attente de ce débat plus que jamais nécessaire, à la veille des élections européennes et considérant des avancées concrètes contenues dans la présente proposition de loi, les écologistes voteront pour ce texte. Et écologistes, nous savons que l'Europe est notre horizon politique de demain, mais c'est à nous de construire cette Europe sociale, cette Europe solidaire qui sera la garantie de la dignité pour tous les travailleurs. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean Bizet pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, au risque de créer la surprise, je vais entamer mon intervention par un compliment. Mais attention, ça ne va pas durer. Je pense tout simplement, savourez-le quand même, que cette proposition de loi est plutôt la bienvenue. Bien que les différents pays de l'Union européenne aient tantôt été bénéficiaires et victimes du dumping social et de la concurrence déloyale, ces derniers sont aujourd'hui majoritairement favorables à une meilleure régulation du marché du travail européen. Le droit de prester librement des services, droit qui a été consacré par l'article 49 du traité de Rome, connaît en effet des abus manifestes. Par prudence, je ne rentrerai pas dans les débats que semble esquisser l'exposé des motifs de la présente proposition de loi. Les auteurs du texte estiment que c'est la conjonction de la directive relative aux services dans le marché intérieur, dite directive Bolkestein, et de la directive relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service, dite directive détachement, qui a laissé la porte ouverte à des fraudes et à des détournements massifs. Vous comprendrez qu'une démonstration contraire serait hasardeuse. Je souscris donc à ce postulat de départ. J'ajouterai simplement que la mauvaise application de ces directives ne doit pas servir à alimenter une quelconque hostilité à l'égard du droit de prester librement des services, hostilité pourtant grandissante aujourd'hui et que sur tous les bancs, ici, nous devons dénoncer. Je le dis donc sans crainte, il existe aujourd'hui un phénomène de détournement, de contournement, j'allais dire de retournement, non, choisissons bien nos mots, de contournement des directives, mais il serait malhonnête de croire que le phénomène des salariés low cost commence et s'arrête avec les initiatives communautaires. Comme le dit très justement l'exposé des motifs de cette proposition de loi, il existe un phénomène de fraude massif qui se développe en dehors de tout cadre légal et donc, soulignons-le, en dehors des directives Bolkestein et des directives détachement. En d'autres termes, ne dénigrons pas les outils, même insuffisants, qui ont été mis en place, car ce sont ces outils qui nous permettront de résoudre, pour une large part, le problème des salariés low cost. Car c'est une chose qu'on oublie trop souvent, les travailleurs détachés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. On en compte 210 000 en France, pour plus de 300 000 en Allemagne ou près de 150 000 en Belgique, mais quid de ceux qui ne sont pas inscrits? Les estimations ne nous permettent pas aujourd'hui d'appréhender le phénomène avec précision. Une chose est sûre, après avoir plus ou moins fermé les yeux, les pays européens sont en train de prendre la mesure du problème. Certaines économies se sont en effet longtemps satisfaites de cet afflux de main-d'œuvre bon marché pour exécuter des tâches à faible valeur ajoutée. Mais de fait, ceux qui croyaient que l'utilisation des travailleurs détachés pouvait améliorer la compétitivité de leur économie se sont trompés. D'abord parce que les secteurs concernés ne sont pas délocalisables, à l'exception des transports. Ensuite,
Comme le cas allemand le montre et le démontre chaque jour, les excédents commerciaux sont d'abord le fruit d'une meilleure compétitivité hors prix. Aujourd'hui, la prise de conscience est donc générale. La Commission européenne n'y échappe pas, puisque celle-ci a présenté le 21 mars 2012 une proposition de directive d'application de la directive. Dans une même démarche, rappelons l'utilisation du système d'information du marché intérieur, l'IMI, pour la coopération administrative entre États membres, prévue par le règlement du 25 octobre 2012. Le Parlement a poursuivi les travaux avec le vote de la Commission de l'emploi du Parlement européen le 20 juin 2013 visant à entamer les négociations avec le Conseil. Et enfin, le 9 décembre 2013, un accord sur une orientation générale a été conclu lors de la réunion du Conseil emploi et affaires sociales. Le groupe UMP n'est donc pas hostile par principe à une proposition de loi qui cherche à accélérer un processus déjà bien avancé, mais qui ne devrait s'achever qu'à compter de 2016. Là où votre proposition de loi va nous poser des difficultés, c'est dans son opérationnalité. L'article 2 instaure la responsabilité solidaire du donneur d'ordre en cas de non-paiement des salaires des travailleurs détachés par un sous-traitant direct ou indirect. Là, nous vous rejoignons. Malheureusement, pourquoi étendre le dispositif de responsabilité solidaire à l'ensemble du noyau d'obligations de l'employeur qui détache des travailleurs? Cette disposition va consacrer une forme d'ingérence du donneur d'ordre à l'égard des sous-traitants. Par principe, nous ne pouvons souscrire à une telle extension de la responsabilité solidaire. De plus, comment les donneurs d'ordre pourront concrètement procéder aux vérifications qui leur incombent? Cette difficulté est d'autant plus regrettable que l'article 2 sur la responsabilité solidaire a vu sa rédaction considérablement améliorée à l'issue de sa première lecture à l'Assemblée. En ce qui concerne la mise en place d'une liste noire d'entreprises indélicates en matière de travailleurs détachés, nous nous interrogeons sur l'efficacité de la mesure. En effet, le caractère coercitif de celle-ci nous échappe, puisqu'il nous semble qu'elle sera sans conséquence pour les entreprises concernées, notamment en termes d'accès au marché public. Craignons que ce soit simplement un affichage. Plus surprenant encore, elle n'empêchera pas les donneurs d'ordre ou les maîtres d'ouvrage de contracter avec les entreprises qui y seraient inscrites. Toujours dans le même esprit, l'article 7 donne la possibilité pour les syndicats de se constituer partie civile, y compris sans l'accord du salarié lésé. Et l'article 6 bis doit permettre aux organisations syndicales représentatives d'ester en justice en faveur du salarié détaché ou en cas de travail dissimulé devant le Conseil des prud'hommes, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que l'intéressé ne s'y soit pas opposé. Ces dispositions me semblent justifiées sur le plan éthique, avouons-le, mais très approximatives sur le plan constitutionnel. Monsieur le ministre, je pense que dans votre fort intérieur, vous y souscrivez. Le principe selon lequel nul ne peut plaider par procureur, principe qui est une sous-catégorie du principe de sécurité juridique, ne me semble pas respecté par ces deux articles. Nous invitons donc la majorité et le gouvernement à affiner leur dispositif. Autre exemple de disposition justifiée sur le plan éthique, l'article 7 bis. Cet article instaure une nouvelle peine pour les entreprises condamnées pour travail dissimulé, à savoir l'exclusion de toute aide publique pendant une période de 5 ans. Nous comprenons le caractère symbolique de la mesure. Cependant, nous craignons que celle-ci mette en danger les salariés même de l'entreprise et, en cas de reprise, les futurs repreneurs qui devront payer pour autrui. Là encore, ce sont les salariés qui paieront, et je doute que cela soit votre volonté intime. Enfin, et ce sera notre dernière interrogation, celle-ci est de forme. Nous nous interrogeons sur le caractère cavalier de votre nouvel article 9 qui vise à créer l'obligation pour les employeurs de veiller à ce que le repos hebdomadaire des conducteurs routiers soit pris dans les conditions énoncées par les règles européennes. La somme de ces imprécisions nous conduit donc à juger ce texte avec la plus grande prudence, alors même que de nombreuses dispositions peuvent trouver un écho favorable dans notre groupe. Nous sommes par exemple en accord avec l'article 1er qui prévoit que toute entreprise
bénéficiaire d'une prestation internationale doit vérifier que l'entreprise prestataire établie hors de France avec laquelle elle contracte dépose bien une déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. Nous souscrivons également à l'article 4 sur l'habilitation de l'inspection du travail à exiger la production immédiate de documents propres au détachement des travailleurs. Nous nous réjouissons par ailleurs de la suppression de l'article 5 qui portait sur les sanctions en cas de poursuite d'activité avec un partenaire en situation irrégulière. Nous sommes donc quelque peu déçus par la somme de ces approximations, car, je le répète, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, ce texte était et le bienvenu. Nous souscrivons à son esprit et à nombre des mesures qu'il comporte. Malheureusement, l'applicabilité de l'extension de la responsabilité solidaire, la liste noire des entreprises condamnées pour travail illégal et l'extension du droit d'agir en justice pour les syndicats ne nous permettent pas, je le dis très clairement, de voter favorablement à l'endroit de ce texte. Et je me permets, puisque c'est la fin de mon intervention, de rappeler deux choses. La première, quand même, c'est la pertinence de ces deux directives. La directive Bolkestein, la directive détachement des travailleurs, si. Et c'est très logique, Monsieur Desessard, vous ne m'entendez pas suffisamment sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Ce sont deux directives particulièrement pertinentes, mais elles ont été, je dirais, contournées. Et ce texte vise à corriger cela. C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais, privé de dire que l'accord du 9 décembre était un bon accord, un premier accord, et que nous ne sommes pas assez nombreux sur tous les bancs de cette Assemblée pour dénoncer la démagogie et le populisme qui entourent précisément les propos au travers de ces deux directives, parce que l'objectif de ces deux directives, c'est d'arriver à créer un marché unique qui est précisément à la clé et au cœur de la croissance et du développement de l'Union européenne. À cela, j'ajouterai bien évidemment le développement numérique au sein même de toutes nos entreprises. Ça, c'est le premier point que je tenais à souligner. Le deuxième point, Monsieur le Ministre, je voudrais vous avouer ma déception, car hier, nous avons une discussion sur la PPL, la proposition de loi Le Roux, sur les OGM, proposition de loi totalement anticonstitutionnelle, qui a été votée, je dirais, par une majorité de cette Assemblée. Et là, vous nous remettez un texte pour partie portant des dispositions que nous considérons anticonstitutionnelles, c'est-à-dire l'article 6,5 et l'article 7. Monsieur le ministre, je voudrais vous rendre justice. Je ne pense pas du tout que ce soit la résultante d'une erreur d'analyse de vos services. C'est tout simplement, pour moi, le fruit d'une posture politique. Et là, à mon avis, ce n'est pas digne du Sénat de procéder ainsi et de nous instrumentaliser ainsi. Voilà, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, non sans regret, nous nous orientons vers l'abstention. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Marie Van Lerenberg pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a été dit, le présent texte est extrêmement technique, mais il ne l'est pas uniquement parce qu'il touche au cœur de l'une des questions les plus cruciales posées par la construction européenne, celle de savoir comment articuler le marché unique, on vient de le dire, avec l'extraordinaire disparité de législation sociale en vigueur dans les pays membres. La libre circulation des travailleurs est en effet inhérente au marché unique avec la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Il est donc essentiel de réaffirmer, comme l'a très bien fait notre rapporteur, que le détachement des travailleurs n'est pas synonyme de travail illégal. En revanche, en l'absence d'un cadre législatif européen et national à la fois adapté, cohérent et ferme, effectivement, le détachement est source d'illégalité. Et il le sera tant que les législations sociales ne seront pas harmonisées. Aujourd'hui, ce cadre est à l'évidence insuffisant,
aussi difficile à établir et approximatif soit-il, les chiffres demeurent éloquents. Jean Desessard les a rappelés, entre 200 000 et 300 000 salariés détachés non déclarés sur le territoire français en 2009 et en 2010. Cela, bien sûr, n'est pas acceptable. Alors, pour faire face à cette situation, la législation européenne se durcit, la nôtre aussi, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Le fait que les deux se fassent de concert, c'est fort appréciable. Appréciable que, pour une fois, Monsieur le Ministre, nous ne soyons pas en retard pour transcrire une directive. On l'a souvent rappelé ici au Sénat. Appréciable aussi de pouvoir constater que, contre tous les stéréotypes, dans une matière par nature communautaire, la France conserve tout de même une marge de manœuvre juridique, certes étroite et soumise au contrôle de la Commission, mais tout de même réelle. Ce qui m'amène au fond, en commençant par la fin, une fois n'est pas coutume, pour me concentrer ensuite, bien sûr, sur le cœur du texte. La fin, ce sont les dispositions relatives au cabotage qui vont dans le bon sens. L'article 10, qui supprime l'obligation faite aux transporteurs de marchandises par route d'avoir une licence communautaire pour faire du cabotage, était attendu des transporteurs routiers français qui subissaient une concurrence déloyale des moins de 3,5 tonnes étrangers. De même, on ne peut que soutenir l'article 9 qui apporte des garanties élémentaires en matière de repos hebdomadaire et de pratiques de rémunération dangereuses. Le texte renforce aussi le droit français contre le travail illégal. Nous ne pouvons que soutenir les dispositions qui obligent maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre à vérifier que tous les sous-traitants respectent les droits du noyau dur garanti par la législation européenne aux travailleurs étrangers détachés. Ce texte les oblige aussi à prendre en charge l'hébergement collectif des salariés en cas d'hébergement indigne. Voilà d'excellentes mesures. De plus, l'extension de la solidarité financière à tous les concontractants du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre est de nature à dissuader un peu plus le travail dissimulé. Mais le cœur du texte réside dans les articles 1 et 2, on l'a souligné, qui transposent les articles 9 et 12 de la directive. Sur ces articles, je tiens à saluer le travail de simplification effectué par notre rapporteur, qui a très opportunément découplé la déclaration préalable de détachement et la question de solidarité financière. En vertu de cette nouvelle rédaction, donc l'article 1er oblige le prestataire à déclarer préalablement le détachement auprès de l'inspection du travail et le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage à vérifier que la déclaration a bien été faite. Et le non-respect, vous l'avez souligné tout à l'heure, le non-respect de ces obligations expose à des sanctions administratives. Et dorénavant, la solidarité financière en cas de non-paiement des salariés, renvoyée à l'article 2, ne distingue plus s'ils sont détachés ou non. Donc voilà des dispositifs et un système qui nous apparaît clair et qui appelle notre soutien plein et entier, celui de notre groupe. Mais lorsqu'on a établi ces règles, a-t-on réellement, Monsieur le Ministre, traité du problème du détachement à sa racine? Certainement pas, parce que sa source réside dans le fait que le travailleur détaché reste affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'origine si le détachement dure moins de 2 ans. Et c'est bien cela qui explique l'explosion du nombre de travailleurs détachés dans notre pays. Les chiffres donnés par notre rapporteur en attestent. 22 fois plus de salariés détachés en France en 2012 qu'en l'an 2000. L'équivalent de 25 000, plutôt l'équivalent, oui, de 25 000 ETP sur une année. À l'heure où l'objectif du gouvernement est d'inverser la courbe du chômage, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui peut bien motiver ces détachements si ce n'est principalement un différentiel de charges sociales qui peut faire économiser, on l'a rappelé tout à l'heure, 20 à 30% des salaires. Compte tenu de cette distorsion, les entreprises françaises sont bien sûr incitées financièrement à sous-traiter à des travailleurs étrangers détachés.
Or, le problème n'est absolument pas abordé par ce texte ni par la directive. Et c'est une conséquence, bien sûr, pour le texte. Comme s'il ne s'attaquait qu'aux symptômes et pour combattre le mal. À terme, Monsieur le ministre, il faudra bien harmoniser, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les droits sociaux des pays membres de l'Union, en particulier les droits de la sécurité sociale. C'est d'ailleurs le pari fait par les vrais Européens. Enclencher un cercle vertueux qui, via le marché unique, conduira au rattrapage des pays les moins développés et enfin à une réégalisation par le haut des niveaux de vie et de la protection sociale. Ce pari, d'ailleurs, certains le jugent impossible. Or, il a déjà été gagné avec les pays du Sud, qui, les premiers, nous ont rejoints dans la construction communautaire, je le rappelle, dans les années 80. Il est aujourd'hui à l'œuvre dans presque tous les pays, dirons-nous, de l'Est de l'Europe. Mais, on le sait, le processus sera encore long. Alors, en attendant, la solution de transition qui est envisageable et qui figure d'ailleurs dans le programme de l'UDI du MoDem pour les européennes, c'est tout simplement de soumettre les travailleurs détachés aux cotisations sociales du pays d'accueil et d'organiser les transferts des droits y afférents dans le pays d'origine. Monsieur le ministre, je vous pose une question. Cette solution est-elle à l'étude à l'échelon européen? Et la France ne peut-elle pas peser du poids qui est le sien au sein de l'Union pour aboutir le plus rapidement possible à sa mise en œuvre? Voici deux questions clés auxquelles notre groupe attend des réponses. Il ne me reste plus pour conclure qu'à féliciter Madame Anne-Emery Dumas pour l'excellence de son travail et en particulier son effort de pédagogie sur un texte qui est particulièrement ardu techniquement. Merci de votre attention. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRC. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, alors que le 16 avril dernier, le Parlement européen a adopté la directive d'application sur le détachement des travailleurs, l'Assemblée nationale a adopté la proposition qui nous est soumise aujourd'hui et qui a vocation, en quelque sorte, à anticiper cette directive. La volonté légitime du gouvernement de ne pas attendre l'adoption d'un projet de directive ayant fait l'objet une première fois d'un carton jaune par les députés du Parlement européen est légitime. Elle est même compréhensible tant la question du détachement des travailleurs européens et le dumping social qu'il génère inquiète nos concitoyens. Pour autant, anticiper n'est pas nécessairement innover et d'aucuns considèrent déjà, et nous en sommes, à l'image du juriste Hervé Guichaoua, que cette proposition de loi, comme la directive européenne d'ailleurs, est insuffisante pour être réellement efficace. Et pour cause, cette proposition de loi, comme la directive d'exécution, ne constitue en rien une remise en cause de la directive de 1996, ça vient d'être rappelé par nos collègues Van Leeuwenberg, et la finalité de cette dernière, à savoir organiser la concurrence des travailleurs entre eux, demeure. C'est ainsi que chaque année, entre 200 000 et 300 000 salariés venus d'autres pays membres de l'Union européenne viennent travailler en France pour des salaires inférieurs à ceux perçus par les salariés nationaux, mais surtout aux cotisations sociales nettement inférieures. La différence, cela a été rappelé également, peut être importante, elle peut atteindre, voire dépasser 30%. C'est donc un véritable dumping social que l'Europe organise, que la directive d'exécution et que cette proposition de loi encadrent, sans pour autant jamais la remettre en cause. C'est une directive en sorte perdant-perdant, dont les seuls gagnants sont certains employeurs peu scrupuleux, ceux-là même qui, parfois, aujourd'hui, exigent du gouvernement encore plus de cadeaux, encore moins d'impôts, encore moins de cotisations sociales. Et la question que nous sommes amenés à nous poser aujourd'hui, en examinant cette proposition de loi, est simple. Est-ce que celle-ci sera de nature à remédier à cette situation? La réponse nous laisse un peu perplexes puisque la directive de 1996 demeure en l'état et il y a quelques années, à l'initiative de notre collègue Catherine Tasca, notre Haute Assemblée avait eu à débattre d'une proposition beaucoup plus audacieuse, prenant la forme d'une proposition de résolution qui demandait au gouvernement
la révision de la directive de 1996 et la modification des traités. Ainsi, la proposition de loi prévoit-elle de responsabiliser le donneur d'ordre dans le cas où l'employeur du salarié appliquerait à ce dernier une rémunération inférieure à celle prévue par la loi. Bien évidemment, cette mesure est positive, il faut le souligner, pour autant que l'on accepte, ce qui n'est pas notre cas, que la concurrence entre travailleurs européens puisse continuer à s'organiser via le différentiel des cotisations sociales. Mais ce n'est pas notre seule critique en la matière, puisque la proposition de loi se contente de rappeler que le travailleur détaché doit être rémunéré au SMIC. Or, certaines entreprises ayant recours ponctuellement à des travailleurs détachés ou certaines conventions de branche prévoient pour les salariés du pays des rémunérations supérieures au SMIC. Sur ce point, la proposition de loi est silencieuse, de telle sorte que la concurrence entre salariés français et salariés détachés pourra également se faire, à la fois sur les cotisations, mais aussi sur la rémunération versée aux salariés. D'autant que cette proposition de loi demeure également silencieuse sur une autre fraude massivement pratiquée et qui consiste pour les employeurs parfois à déduire du salaire qu'ils versent des sommes exorbitantes au titre des frais de logement, de transport ou d'alimentation dont ils assument parfois théoriquement la charge. Naturellement, en la matière, les contrôles de l'administration du travail seront indispensables. Mais sans doute aurait-il fallu explicitement viser ces cas pour renforcer les sanctions. Sans doute faudrait-il aussi, Monsieur le Ministre, conforter réellement l'inspection du travail en renforçant ses effectifs reconnus comme trop faibles par nombre de commentateurs et, à l'inverse, des mesures réglementaires prises par votre gouvernement renforcer leur indépendance. Par ailleurs, la proposition entend également lutter contre ce que l'on appelle les entreprises boîtes aux lettres et qui constituent en la matière un véritable fléau. Avec mes collègues du groupe CRC, nous souscrivons pleinement à cet objectif, même s'il nous semble qu'il aurait été possible d'aller beaucoup plus loin. Nous formulons d'ailleurs une proposition d'amendement en ce sens, précisant qu'un salarié ne peut jamais être placé en situation de détachement dans son pays d'origine. Cette précision nous semble être de nature à éviter certains abus, les entreprises parvenant à concilier un haut niveau de formation, des compétences, des qualifications et très faible rémunération. Autre faiblesse que nous notons, nous aurions souhaité un net renforcement des sanctions à l'encontre des employeurs qui ne respecteraient pas les règles sociales déjà très légères. Disant cela, je vise explicitement le non-paiement des cotisations sociales à l'URSSAF et à Pôle emploi. Dans de tels cas, il nous est apparu souhaitable que la loi puisse prévoir un mécanisme d'information à destination du donneur d'ordre, charge à lui d'obtenir et de transmettre la preuve que son sous-traitant a effectivement régularisé sa situation. Dans le cas contraire, l'entreprise donneuse d'ordre aurait dû être tenue responsable solidairement de cette fraude. Vous le voyez, mes chers collègues, nos réserves sur cette proposition de loi sont assez importantes et elles le sont d'autant plus que nous sommes opposés depuis l'origine à la directive de 1996. Pour autant, le groupe communiste républicain et citoyen agira sur cette proposition de loi, comme chaque fois, de manière responsable, et bien que nous puissions considérer qu'elle manque parfois de vigueur et qu'elle ne constitue pas réellement la remise en cause que nous espérions du dumping social européen organisé par la directive, nous ne nierons pas les progrès que cette proposition de loi comporte. Dans un autre domaine, s'inspirant de ce qui existe dans le domaine des transports aériens, une liste noire des personnes morales ou physiques condamnées pour des infractions constitutives de travail illégal à au moins 15 000 € d'amende serait élaborée et publiée sur Internet. Là encore, la mesure est positive, bien que n'ayant en réalité qu'une portée assez limitée. Sans doute aurait-il été plus efficace de prévoir qu'une entreprise inscrite dans cette liste ou que le dirigeant d'une entreprise inscrite dans cette liste noire ne soit plus autorisé à détacher de travailleurs en France. Pour le moins, ces entreprises devraient être automatiquement privées de la possibilité de répondre à des marchés publics. Voilà, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en substance, les critiques, les remarques et insuffisances que nous pouvions formuler sur cette proposition de loi, laquelle apporte toutefois des garanties nouvelles, modestes mais réelles pour les salariés. C'est pourquoi le groupe CRC votera en faveur de cette dernière, désireux que nous sommes de protéger les salariés, même partiellement, et c'est aussi dans notre esprit une forme d'encouragement à aller beaucoup plus loin, ici en France, comme à Bruxelles, pour ouvrir enfin le chantier de l'harmonisation sociale au sein de l'Union européenne. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le traité de Rome de 1957, qui visait à poser les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, a consacré la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Cela signifiait notamment qu'un prestataire de services établi dans un pays de l'Union européenne avait le droit de détacher temporairement des travailleurs dans un autre pays membre pour y accomplir une mission complexe. Si ce droit offrait un plus grand choix de prestataires et pouvait répondre à une éventuelle pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs bien précis, il n'en reste pas moins qu'il a ouvert la voie à l'optimisation sociale, au dumping social. Le 17 février 1894, devant l'Assemblée nationale, Jean Jaurès déclarait « Ce que nous ne voulons pas, c'est que le capitalisme international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est le plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. » Ce que Jean Jaurès redoutait il y a 120 ans s'est malheureusement produit. Nos salariés ont été confrontés à la concurrence déloyale de prestataires de pays dans lesquels les règles de protection des travailleurs sont beaucoup moins exigeantes et certains employeurs y ont vu une occasion d'avoir de la main-d'œuvre bon marché. Avec la crise économique, le mouvement s'est amplifié. Selon l'excellent rapport de notre collègue Éric Bocquet, le travailleur détaché, un salarié low cost, le nombre de travailleurs détachés a augmenté de 45% depuis 2004. Pour mettre un terme aux dérives de dumping social, la directive européenne de 1996 relative au détachement de travailleurs devait concilier l'exercice de la liberté de fournir des services transfrontaliers et la protection appropriée des droits des travailleurs détachés temporairement à l'étranger à cet effet. Elle établissait ainsi un socle de conditions de travail et d'emploi imposées aux prestataires de services dans le pays d'accueil pour garantir une protection minimale des travailleurs. La Cour de justice européenne a toutefois quelque peu ébranlé cet édifice protecteur. Selon la jurisprudence exprimée par la Cour dans 4 arrêts rendus entre 2007 et 2008, les droits fondamentaux étaient susceptibles de subir des restrictions et des limitations. Elle a ainsi privilégié les libertés économiques garanties par les traités et privé la directive détachement des moyens d'atteindre son objectif de protection des salariés détachés. Le constat est sans appel. Les principes édictés par la directive de 1996 sont quotidiennement bafoués par des entreprises sans scrupules, au point que certains ont parlé de l'émergence d'un nouvel esclave moderne. Les travailleurs parlent rarement la langue du pays dans lequel ils sont détachés, ignorent leurs droits et sont parfois contraints de dormir dans des hangars et sur une simple paillasse. Et certaines entreprises n'hésitent pas à facturer à leurs salariés les frais d'hébergement et de nourriture pour compenser les salaires versés en France. Plusieurs bilans effectués par la Commission européenne et les services de contrôle nationaux ont régulièrement dénoncé les détournements de la directive et les très nombreux cas de fraude. En 2012, on estimait ainsi à 350 000 le nombre de travailleurs détachés en France, 170 000 étant officiellement déclarés. S'ils représentent moins de 2% de la population active, force est de constater que leur forte concentration, notamment dans les métiers du bâtiment, de l'agriculture et des transports, met en péril nos entreprises, notamment les plus petites, déjà fortement affectées par la crise économique. La législation européenne en la matière est devenue insuffisante, voire inefficace. Pire, elle est devenue un véritable outil de concurrence déloyale qui déstabilise des pans entiers de l'économie française. Et l'absence de dispositions concrètes en matière de contrôle participe pleinement à l'explosion de la fraude au détachement.
Ces abus ont conduit la Commission européenne, en mars 2012, à présenter une proposition de directive d'exécution. Je tiens à ce titre à saluer l'engagement du gouvernement français, qui a enfin permis de trouver un compromis lors de la réunion du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs du 9 décembre dernier. Le texte initial n'était en effet pas acceptable et constituait véritablement une régression pour notre pays. La détermination dont a fait preuve Michel Sapin a permis aux États membres de s'entendre sur un accord globalement satisfaisant pour la France. Aujourd'hui, il nous est proposé de transposer cette directive d'exécution adoptée le 16 avril dernier par le Parlement européen. Il s'agit de mettre en place les outils nécessaires pour prévenir et sanctionner le dumping social, notamment en impliquant la responsabilité du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage. Nous ne pouvons donc que saluer l'initiative de nos collègues socialistes de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi devrait en effet permettre d'endiguer les fraudes, de donner aux corps de contrôle un ensemble de règles visant à la fois à améliorer leur information des situations observables sur le terrain, d'orienter leur contrôle et de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues par les contrevenants. Je pense notamment à la possibilité de poursuivre un donneur d'ordre pour les fraudes relevant d'un de ses sous-traitants, au renforcement des pénalités pour les infractions de travail illégal commises en bande organisée, ou encore à la mise en place d'une liste noire sur Internet, où figureront les entreprises qui auront été condamnées à une amende de plus de 15 000 € pour travail illégal. Sur ce point, nous vous proposerons d'ailleurs que l'inscription sur cette liste noire puisse se faire quel que soit le montant de l'amende. Les modifications apportées tant par l'Assemblée nationale que par notre commission des affaires sociales vont dans le bon sens et nous y souscrivons pleinement. Pour autant, comme l'a rappelé la rapporteure, dont je salue l'excellent travail, cette proposition de loi ne suffira pas à elle seule à lutter contre les abus liés au détachement des travailleurs. Il faudra mettre en place une véritable harmonisation sociale et mettre fin à la dichotomie qui existe entre les règles relatives à la sécurité sociale et celles qui portent sur le droit du travail en cas de détachement. En France, nous devrons également renforcer la coopération entre les différents agents de contrôle, améliorer la réponse pénale et utiliser davantage les sanctions administratives. Pour toutes ces raisons, les sénateurs du RDSE apporteront leur soutien à la proposition de loi. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Catherine Génisson pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi visant à lutter contre la fraude et les abus constatés lors des détachements des travailleurs et la concurrence déloyale. J'intègre l'amendement modifiant le titre de cette proposition de loi que vous nous avez à juste titre proposé, Madame la Rapporteure, en commission des affaires sociales, amendement voté qui réaffirme l'essence même de ce texte, quand l'emploi est la première des préoccupations de nos concitoyens. Madame la rapporteure, je veux saluer la qualité de votre travail sur ce sujet dont les dispositions peuvent paraître très techniques, mais quand elles sont éminemment politiques. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement notre collègue Éric Bocquet, auteur d'un rapport d'information sur les normes européennes en matière de détachement des travailleurs et d'une proposition de résolution adoptée au Sénat le 16 octobre dernier. Ces travaux permettent de nous éclairer sur la situation exacte des travailleurs détachés et sur les décisions qu'il convient de prendre pour que soit respectée la dignité de leurs conditions de travail. Nous refusons l'Europe de la compétition des travailleurs, de la guerre civile des droits sociaux, l'Europe où la pauvreté des uns fait le malheur des autres, une Europe qui serait inéluctablement vouée à s'abîmer dans le rejet de nos peuples et dans les pires événements populistes. Ainsi s'exprimait Gilles Savary, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale lors de son examen en séance publique le 18 février 2014. Propos essentiels
Quand il s'agit de transposer la directive 96/71/CE adoptée en 1996 par l'Union européenne et application largement contournée depuis, ça a été largement évoqué. Aussi, l'Union européenne a proposé une directive d'exécution pour en déterminer les règles actuelles, directive votée par le Parlement européen le 16 avril dernier, après de fortes discussions et d'ailleurs de beaucoup d'oppositions entre les différents États membres, discussions qui se sont conclues par un accord politique obtenu au Conseil des ministres le 9 décembre dernier, grâce en particulier à la détermination du gouvernement français. Vous l'avez rappelé, merci Monsieur le ministre. En effet, quelle est la situation actuelle à laquelle il convient de pallier ? Les travailleurs détachés, salariés ou non, exécutent leur travail pendant une période limitée sur le territoire membre, sur un territoire membre autre que celui de leur lieu de travail habituel. Les règles du droit du travail sont celles du pays d'accueil et sont regroupées au sein de ce que l'on dénomme le noyau dur. Je ne rappelle pas la teneur, cela a été largement développé lors des interventions précédentes. Mais je veux souligner une disposition source de distorsion sociale, mais pour autant aujourd'hui légale, celle concernant le régime de protection sociale. En effet, le travailleur détaché reste affilié au régime de sécurité sociale de son pays d'origine si le détachement dure moins de 2 ans. Ainsi, à salaire équivalent pour une entreprise, le coût d'un travailleur détaché peut être inférieur d'au moins 30% à celui d'un travailleur exerçant en France. Force est de constater que le texte que nous examinons ce jour n'apporte pas de réponse à cette question ô combien fondamentale, et j'y reviendrai. Nous devons acter que le nombre de travailleurs détachés a considérablement augmenté ces dernières années, officiellement 38 000 à 170 000 entre 2006 et 2012. En réalité, semble-t-il, 220 000 à 300 000 à ce jour, l'importance de la fourchette objectivant la difficulté des pouvoirs publics d'en mesurer l'exactitude. Cette explosion quantitative du nombre de détachements s'est accompagnée d'une forte hausse d'abus et de fraude, constat que vous avez largement développé, Madame la rapporteure, comme beaucoup d'intervenants. Un taux de déclaration moyen seulement de 33 à 50%, des entreprises prestataires coquilles vides, le non-respect du salaire du pays d'accueil, infraction parfois doublée du délit du droit du travail sont les constats les plus fréquents. Infractions généralement caractérisées par des montages juridiques très complexes, rendant les contrôles particulièrement difficiles à réaliser. S'il n'est pas question de stigmatiser le principe du détachement, rappelons d'ailleurs que près de 300 000 Français travaillent à l'étranger. Ce chiffre est d'ailleurs difficile à objectiver. La France est le 3e pays derrière l'Allemagne et la Pologne pour ces travailleurs détachés. Mais pour nos entreprises, pour les travailleurs détachés, nous avons le devoir d'être efficaces quand cette exigence est exprimée unanimement par les organisations syndicales, les organisations patronales, les organisations professionnelles, les inspecteurs du travail. Les dispositions de cette proposition de loi obéissent à un triptyque simple: dissuasion en amont, contrôle et vigilance lors de la prestation, sanctions en aval. Dès lors, le texte que nous examinons comporte 4 grands types de nouvelles mesures. Tout d'abord, la définition de responsabilisation solidaire du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, et en fait c'est le cœur, la mesure phare de ce texte. L'alourdissement des sanctions. La possibilité d'ester en justice pour les organisations syndicales afin de permettre de poursuivre des infractions constatées sans que les intéressés aient obligatoirement souhaité le faire. Cette disposition est importante. Certains s'interrogent sur sa validité, sa possibilité d'exécution, mais force est de reconnaître que dans le Code du travail, cette disposition existe déjà. Ça a été dit d'ailleurs, en particulier quand on parle de discrimination, quand on parle de harcèlement au travail. Et je crois que cette disposition est vraiment importante à mettre en place, car beaucoup de travailleurs hésitent à porter plainte personnellement. Et puis enfin, il existe des dispositions catégorielles qui concernent entre autres le BTP et l'encadrement du cabotage routier des marchandises, et notre collègue Éric Bocquet a travaillé beaucoup sur ces questions-là. Ces dispositions ont largement été explicitées par vous-même, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, et beaucoup d'interventions précédentes. Nous avons eu un débat très intéressant en commission des affaires sociales qui a permis d'objectiver une volonté partagée de lutter contre les abus, les fraudes concernant les travailleurs détachés.
Vous avez beaucoup insisté, Madame la rapporteure, sur la nécessité de simplifier les règles en matière de déclaration de détachement et de solidarité financière, arguant que la simplicité prête beaucoup moins prise au détournement. Et d'ailleurs, vous nous avez proposé la réécriture de l'article 1, amendement qui a été voté par notre commission et qui doit, je pense, donner une lecture plus facile de l'application de ce que nous souhaitons faire. Vous avez aussi souligné, Madame la rapporteure, à juste titre, et ce constat est partagé par nous tous, que cette proposition de loi, si importante soit-elle, ne suffira pas à lutter contre les abus liés au détachement des travailleurs, quand il est fondamental d'améliorer l'harmonisation sociale au niveau européen et ainsi de mettre fin à la dichotomie qui existe entre les règles concernant les différences de protection sociale et celles qui portent sur le droit du travail en cas de détachement. Nous avons évoqué, par exemple, la différence de charges patronales entre la France et la Pologne sur le BTP, mais je crois qu'on pourrait donner de multiples exemples. Ce sujet est tout à fait central et je pense qu'il doit donner lieu à des échanges, à des débats dans le cadre de la campagne électorale des élections européennes qui nous occupent tous. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je veux souligner la qualité partagée de nos débats à propos de cette proposition de loi. Certes, le sujet n'est pas clos, je viens de l'évoquer, mais pour autant, le groupe socialiste votera avec détermination ce texte. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Claude Jeannerat pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'emploi reste à l'évidence et pour longtemps encore sans doute la première préoccupation des Français. Or, l'Europe, il faut bien le reconnaître, n'est pas toujours perçue par nos concitoyens comme une alliée sur le front de l'emploi. J'avais d'ailleurs interrogé, Monsieur le Ministre, votre prédécesseur ici même, c'était le 13 janvier 2013, sur la problématique des travailleurs détachés et plus largement d'ailleurs sur l'avenir d'une Europe sociale, source de progrès, de développement et d'emploi pour tous. La directive du 16 décembre 1996, ça a été longuement rappelé ici à cette tribune, au départ conçue comme protectrice des différents marchés du travail européens, est devenue en fait un outil d'optimisation du profit et un outil de dumping social au détriment de la protection des travailleurs. C'est d'ailleurs le constat fait par deux résolutions européennes, il faut le rappeler, l'une adoptée par l'Assemblée nationale le 11 juillet dernier, l'autre par notre Assemblée le 16 octobre 2013. Ces deux textes invitaient également le gouvernement à faire preuve de fermeté lors des négociations à Bruxelles, notamment concernant le renforcement de la marge de manœuvre des États membres dans les procédures de contrôle. Et il faut le dire, Michel Sapin et Thierry Repentin ont défendu avec beaucoup de combativité cette position devant les États membres, ce qui a permis de trouver un accord, et c'était le 9 décembre 2013. Le Parlement européen, dans la suite, vous le savez, vient de voter le 16 avril dernier le projet de directive d'exécution sur les travailleurs détachés afin que soient renforcés les contrôles et la responsabilisation des entreprises donneuses d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. L'accord doit être formellement approuvé par le Conseil des ministres. Il s'agit donc, mes chers collègues, d'un signal fort. L'Europe n'accepte pas la fraude ou l'abus des règles applicables au détriment des travailleurs détachés. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui est donc le fruit d'une volonté politique portée jusqu'à Bruxelles. Cette volonté politique vise à renforcer la protection juridique des travailleurs détachés qui sont les victimes des dévoiements de plus en plus nombreux de la procédure de détachement. Comme je l'évoquais,
La directive du 16 décembre 1996 avait pour objet d'encadrer le détachement de travailleurs dans le cadre de prestations de services. Elle indiquait en particulier qu'une entreprise peut détacher provisoirement ses salariés dans un autre État membre de l'Union européenne. L'employeur doit alors se conformer aux conditions de travail de l'État membre, telles que le respect du temps de travail ou encore le salaire minimum. En revanche, cela a été dit, les cotisations sociales sont versées dans le pays d'origine et calculées selon les règles nationales. Cette réglementation a en pratique été largement détournée, créant des situations inacceptables de dumping social. Notre excellent collègue Éric Bocquet avait d'ailleurs mis en exergue l'émergence d'un salarié low cost, je le cite, à bas coût, risquant de créer des tensions sur le marché du travail. En effet, dès lors, pourquoi recruter un salarié français quand on peut disposer d'un salarié venant d'un autre État membre et ainsi économiser 30% sur la masse salariale? De nombreuses sociétés d'intérim ont d'ailleurs choisi de s'implanter dans les pays où les cotisations sociales sont faibles ou ne disposant pas de salaire minimum. Les entreprises qui sous-traitent ont aussi, bien sûr, leur part de responsabilité. Elles ne peuvent ignorer totalement la situation des travailleurs détachés au sein de leur entreprise. On sait aussi que certains secteurs sont plus touchés que d'autres, comme celui du bâtiment ou des transports. En France et partout en Europe, le nombre de travailleurs détachés ne cesse d'augmenter. Cela a été largement souligné par les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune. L'insuffisance des dispositions de la directive de 1996 explique cette explosion de pratiques pernicieuses consistant à contourner sciemment la législation à des fins d'optimisation sociale. Ma collègue Anne-Emery Dumas, rapporteure sur ce texte pour la Commission des affaires sociales, a parfaitement mis en relief la complexité des situations frauduleuses pouvant être liées aux règles de détachement ou encore constitutives de travail illégal, les deux types d'infractions pouvant d'ailleurs aussi coexister. Cette proposition de loi a donc pour objet de lutter contre les fraudes et détournements massifs qui consistent à utiliser le négoce de main-d'œuvre bon marché comme argument de concurrence, et je cite là l'exposé des motifs, et ainsi mettre fin à l'émergence de cet esclavage moderne. Elle prévoit la responsabilisation de manière solidaire du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage. C'est évidemment une mesure centrale qui a pour corollaire, vous l'avez noté, un renforcement des contrôles et une accentuation des sanctions financières. Il faut souligner que dans un souci de simplification, la Commission des affaires sociales du Sénat a retenu un dispositif unique de solidarité financière applicable aux donneurs d'ordre et aux maîtres d'ouvrage en cas de non-paiement du salaire minimum à un salarié d'un sous-traitant, qu'il soit d'ailleurs détaché ou non. Son champ d'application a été logiquement étendu aux entreprises de travail temporaire. Ce texte prévoit également la possibilité d'ester en justice pour les syndicats de salariés afin de pouvoir faire constater les infractions sans que les intéressés, pour les raisons que l'on peut deviner, aient l'obligation de leur donner un mandat ad hoc. Enfin, des dispositions, cela a été souligné, des dispositions spécifiques pour les secteurs les plus touchés, tels que le bâtiment et les transports, sont prévues. Cette proposition de loi, en résumé, est, comme le faisait justement remarquer notre collègue rapporteur Anne-Emery Dumas, la traduction de la volonté conjointe du gouvernement et du Parlement, et je veux la citer, de construire une Europe sociale à la hauteur des attentes de nos concitoyens, dans laquelle le primat accordé à la concurrence ne doit plus se faire au détriment de la protection des droits des travailleurs. C'est pourquoi, mes chers collègues,
vous l'avez noté, cette proposition de loi est certes importante, mais elle ne constitue à ce stade qu'une étape, et une étape seulement, dans notre ambition d'une Europe sociale forte et solidaire. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Roland Ries pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par nos collègues socialistes, qui vise donc à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale, et qui est soumise aujourd'hui à notre examen, est, de mon point de vue, une formidable invitation à nous emparer d'un sujet complètement d'actualité, d'une actualité brûlante, à savoir le détachement des travailleurs au sein de l'Union européenne qui s'est développé de façon exponentielle. Ce sujet est délicat, brûlant aussi, car cette disposition, transformée aujourd'hui en une véritable mise en concurrence généralisée des travailleurs et des différents modèles sociaux, nourrit d'une certaine manière la méfiance ou parfois le rejet d'une frange croissante de la population envers l'Union européenne. Elle en illustre aussi malheureusement les impasses en dévoyant un principe noble, celui de la libre circulation des personnes, nécessaire à l'émergence d'une véritable conscience européenne. Sujet brûlant, disais-je, car loin d'être une abstraction pour nos concitoyens, le principe du détachement des travailleurs dans un pays tiers, tout en continuant à être affiliés au régime de protection sociale de leur pays d'origine, fait chaque jour sentir ses effets. Cette disposition européenne se pose avec une acuité particulière dans les zones frontalières, mais aussi dans le reste du pays. Je pense en particulier, évidemment, à la région qui est la mienne, l'Alsace. Et c'est d'ailleurs précisément pour faire face à ces inquiétudes de nos concitoyens sur ce sujet que j'avais interpellé le 18 décembre 2012, ici même, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, sur le contexte de distorsion de concurrence dont souffrent les producteurs de fruits et légumes français, plus précisément les producteurs frontaliers vis-à-vis de nos voisins européens. Et parmi les éléments de réponse du ministre figurait déjà en bonne place la question de la directive européenne sur le détachement des travailleurs de 1996 et son processus de révision, ou plutôt d'application. Le ministre m'avait en effet indiqué que la France soutenait la refonte de cette directive afin de remettre un peu d'ordre dans le marché unique européen. Voilà pour cette séance. Nous reviendrons plus largement sur les enjeux de ce texte à 19h. Mais tout de suite, c'est preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche. À tout à l'heure.